Non, mais j'ai même plus besoin de faire d'intro à ce stade. Allez, plongeons dans Plongeons. Hellraiser 9, Hellraiser Révélation, raconte l'histoire de deux petits merdeux de Los Angeles qui ne sont pas satisfaits de leur vie de gosses de riches. De ce fait, ils se barrent bien naturellement à Tijuana! Tijuana! Yeah! Bon, pour résumer cet océan d'émotions, ce fleuve, ce ruisseau, cette flaque d'émotions, les deux petits cons draguent une meuf, celui qui est en couple se la tape parce qu'ils étaient déjà beaucoup trop attachants, et la tue. Le tout a été filmé par leur caméscope high-tech de 2011, plutôt que de rentrer chez eux ou cacher le corps ou juste faire quelque chose, ils décident de garder l'enregistrement et de continuer à faire la teuf à... Après ça, ils sont accostés par ce qui est censé être un des vagabonds de l'enfer, un des gardiens de la configuration des lamentations, qui erre sur Terre afin que les humains aient accès s'ils le cherchent au plaisir terrifiant de l'enfer de Léviathan. Et bah là, c'est juste un clochard bien maquillé qui joue extrêmement mal et qui vient les forcer à prendre le cube. On va parler plus de pourquoi ça n'a pas de sens, hein. Ils la prennent, le plus condé de Louvre, Pinhead débarque sans cérémonie et embarque le gros con. Son pote ne sait pas trop quoi faire, donc il va chercher une prostituée et la tue parce qu'il entend la voix de son pote lui dire de le faire. Et bouh on va en parler. Commence alors une série de meurtres de prostituées pour nourrir le gros con, qui ne change pas du tout physiquement. Au moment du dernier meurtre, le petit con refuse de le faire et son pote lui pique donc sa peau. Il débarque chez les parents de son ami en faisant croire qu'il est lui et interrompt un repas qui est comme de par hasard, qu'est-ce que c'est marrant les coïncidences, entre ses propres parents et les parents du petit con. Et elle, qui est la sœur du petit con, est la copine du gros con, qui maintenant ressemble donc à son frère. Oui, je sais, ce serait beaucoup plus simple que je les appelle par leur prénom, mais c'est juste des cons. Pendant, 45 minutes de film, le gros con fait croire à tout le monde qu'il est bel et bien le petit con, et parle vaguement des Cénobites. Les 4 parents se disputent tout le temps comme des gros gamins, la sœur, qui est la pire actrice de toute cette flaque, joue avec le cube qui apparemment maintenant te rend chaud. Mais alors, chaud au point où elle commence à rouler des pelles à son frère. Son frère! Je me sens plus sale que devant n'importe quel Hellraiser. Au moins le film a ça pour lui, je l'admets. Dommage qu'il n'y ait absolument rien d'autre. Le vagabond revient pour les attaquer, et c'est tout. Il est là que pour ça, il repart. On va en parler. Le papa du gros con meurt de lacération au visage. Alors, j'ai demandé à un médecin, oui, pour de vrai, oui, et c'est quand même vachement peu probable, hein, pour pas dire impossible. Donc vraisemblablement, ce mec est juste tombé dans les pommes, et tout le monde décrète qu'il est mort. Le gros con arrête de faire semblant, tire dans le bide du père du petit con qui survit. Je rappelle que lui, là, il est mort. Il fait ouvrir le cube à la nana, Pinhead débarque, veut récupérer le gros con, tue sa mère parce que... je sais pas trop en fait. Parce qu'il tue personne d'autre, hein, c'est juste elle. Sauf que le père du petit con tire sur le gros con en voulant absolument être celui qui le tue, et donc le libère d'une éternité de souffrance aux mains des Cénobites. Champion, va. Et du coup, comme Pinhead veut absolument une âme, il prend celle de la mère du petit con. Je sais pas ce qu'il a, Pinhead, avec les mamans, hein. Il y a un Oedipe pas fini qui traîne, là, hein. Le papa et la fille survivent, et elle regarde la caméra. Oui, et lui, là, le copier-coller de Pinhead, c'est le petit con, en fait. Ça ne joue aucun rôle dans l'histoire, hein, mais faut bien que je le dise, donc... voilà. Bon alors, pour ce résumé, je vous ai remis la chronologie de l'histoire dans l'ordre. Pendant le film, c'est raconté au compte-gouttes. Un compte-gouttes totalement bourré, mais on va en parler. Hellraiser Révélation, qui ne nous révèle absolument rien, m'a fait l'affront final. Le plus gros doigt que tu puisses imaginer faire à un spectateur fidèle qui a supporté déjà toutes les insultes que tu lui as envoyées dans la tronche pendant 15 ans, Hellraiser Révélation est chiant. Les volets précédents étaient pas passionnants non plus, hein, mais ils étaient tellement insultants envers l'univers, ou bien tellement improbables, et même tellement mauvais, que finalement je m'emmerdais pas, je passais mon temps à crier sur l'écran. Là... Ouais, j'exploite mon chien mignon pour des vues, ouais. Le film dure en tout 1h10. Aujourd'hui, t'as des épisodes de séries qui durent plus longtemps que ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'on s'emmerde? Pour beaucoup de raisons, mais alors, décortiquons ensemble pourquoi ce film se détache des autres films de la franchise. Bon alors, en vrai, cette section ne va pas être extrêmement longue, ce film est moche. Mais alors pas moche parce qu'ils avaient pas le bon matériel, la qualité de l'image c'est bien la seule chose qui va. Mais prenez par exemple les décors.
Pour créer un bon décor, vous devez gérer la construction éventuellement, l'éclairage, les angles de vue qui seront utilisés, les accessoires, et j'irai même jusqu'à inclure les bruitages et le mixage, et même les figurants. Bref, tout ce qu'on voit à part les personnages. Maintenant, regardez ça. C'est censé être un bar. Oui, un bar à... Tijuana. Bah, alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un garage. Un hangar au mieux. Je suis même prête à parier que c'est le même hangar que celui-là, qui est censé être un autre bar de... Tijuana. Tijuana. L'éclairage a l'air d'être mis totalement au hasard, il y a quasiment pas d'accessoires pour meubler l'environnement, et quand il y en a, c'est dispersé moins bien que dans un Emmaüs. Ajoutez à ça l'ambiance sonore qui est vide, les cadrages qui se répètent constamment pour ne pas avoir à montrer ce magnifique hangar sous trop d'angles, et donc ne pas avoir à décorer plus que le strict nécessaire. Les jeux d'acteurs qui... juste... Allez, ça vaut bien un petit montage, tiens. C'est cadeau. What the fuck is going on? It's yours. Just get the fuck out of here. No. Emma. She's alright. Fucking assholes. Hola. Very beautiful. Hola. Yes, you are very beautiful. What the fuck did you do? I didn't do anything. It was a total accident, okay? Answers now. Steven! Stop it! Pop! Would you all calm the fuck down right now? You know where I got it. Privilege, Angel. Rare. They want to experience your flesh. It's not the shirt off your back that I want. Give me the box. I don't have it! They have no place nor meaning in our existence. Et le scénario lui-même qui n'a aucun sens. Genre, pourquoi ils se barrent pas de Tijuana? Pourquoi ils gardent l'enregistrement? Pourquoi ils prennent la boîte après avoir vécu ça? Pourquoi le petit con entend la voix du gros con? Pourquoi il apparaît comme ça? C'est ridicule! Pourquoi ils changent pas physiquement avec le sang qu'il ingurgite? Pourquoi leurs parents se retrouvent pour un repas gourmet et du vin alors que leurs 2 fils ont disparu il y a des mois? Pourquoi Pinhead écoute la famille en secret comme s'il était caché dans la cave? Pourquoi en 2011, à Los Angeles, t'as pas de réseau téléphonique? Pourquoi la boîte te rend chaud maintenant? Pourquoi le vagabond est devenu un méchant psychopathe? Pourquoi le gros con il veut rouvrir la boîte à la fin? Pourquoi le père le tue? Pourquoi Pinhead la tue? Pourquoi il punit le père en piquant sa femme? Pourquoi la meuf a l'air heureuse? Pourquoi ce mec est mort? Et encore ça c'est une petite liste de ce qui va pas, hein. Je peux continuer encore longtemps. Genre pourquoi un ado a 7 photos dans sa chambre? Bref, vous l'aurez compris, même en essayant d'oublier tout ce qui ne va pas visuellement avec le film, ce qui déjà est pas très logique, hein, le scénario, sa structure et tous ses détails sont foireux. C'est plein d'incohérences facilement évitables et de gros doigts à la franchise. Et pour ceux qui se le demandent, même si c'était pas un film Hellraiser, ça resterait un mauvais film. Tout comme les 5 précédents en fait. Bah, les 3,5 plus 1 précédent, plutôt. Bref. Les bases vont pas, les visuels vont pas, et encore, je vous ai parlé du hangar. Mais la maison dans laquelle se passe la majorité de l'action est très mal gérée aussi, hein. On dirait qu'ils ont dû filmer en une nuit dans la maison du producteur parce qu'ils avaient rien d'autre. L'éclairage est fade et pas du tout inspiré, les acteurs jouent aussi bien que... Je sais pas trop à quoi les comparer. Ouais, c'est un peu l'effet que m'a fait tout le film en fait. Mais c'est même pas tout. Je répète souvent que ce qui m'importe le plus dans une narration, quelle que soit l'histoire qui me soit présentée et quel que soit le format, le plus important pour moi, ça reste les personnages. C'est principalement pour ça que j'ai préféré Hellraiser 1 à Hellraiser 2, par exemple, pour ça que le 3 était largement supportable puisque l'héroïne est intéressante, pour ça que le 4 a titillé ma curiosité avec le Duc de Lille et Angélique, et m'a largement déçu avec leur manque de développement, pour ça que le 5 est visionnable, pour ça que le 6, 7 et 8 sont totalement insupportables pour moi. Les personnages. Il y en a pas. C'est fort quand même. Je sais qu'il y a 7 acteurs principaux dans le film, mais il y a pas de personnages. Les parents n'ont littéralement aucune personnalité, à part lui qui boit et lui qui est censé avoir des valeurs. Et finit par faire ça quand même. Donc on a un seul élément de caractérisation de personnage et il sert à rien.
La fille sert juste à être chaude, avec son frère, mais aussi avec le père de son ex qui, à ce stade dans le film, a disparu et est certainement mort. Le gros con gosse de riche est un gros con gosse de riche, et celui qui est un peu moins con, bah, il finit comme ça, donc on n'a pas vraiment de développement, hein. Ces personnages sont vides, mal écrits, mal joués, mal filmés, on ne ressent absolument aucune empathie pour eux. Sincèrement, sur les 7, t'en as quand même 5 qui finissent mal, et j'en avais rien à battre. En grande partie parce que tu débutes le film par 5 minutes de found footage très mal fait, qui ne sont là que pour te montrer que les victimes étaient des vrais bâtards. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre s'ils finissent mal? Et juste pour le fun, comparons ça au premier film. Comparons ces coquilles vides à Julia. Julia nous est présentée au début du film comme frustrée par son mariage, une frustration qu'elle croit liée à son manque de désir physique pour son mari. On la voit très vite fantasmer sur une ancienne aventure, un plaisir qu'elle n'a pas su recréer depuis des années. Cette frustration sexuelle très humaine facilite notre empathie pour elle, malgré les choix de plus en plus radicaux qu'elle va prendre pour résoudre cette frustration. Barker a réussi le jeu de funambule de nous la rendre, je dirais pas appréciable non plus, hein, mais compréhensible, puisqu'elle est constamment manipulée par Frank, montre de l'affection et même de l'amour sincère pour son mari, tout en rabattant des hommes en sachant qu'elle les condamne à mort. Et dans ce plan glacial que j'aime énormément, nous suggère même qu'elle commence à y prendre plaisir. On part d'une situation de départ, un personnage frustré sexuellement qui court après un plaisir passé, on lui offre la possibilité d'enfin retrouver ce plaisir, elle accepte tout d'abord des petites concessions, puis à cause des manipulations d'un autre personnage et son jugement voilé par cette poursuite du désir, elle ira de plus en plus loin, jusqu'à accepter le prix final, la vie de son mari que jusqu'à présent elle protégeait. Et pour cela, sa récompense est une expérience apparemment plutôt décevante et sa mort aux mains des Cénobites de même. Ça, c'est une construction de personnage, bordel. Tout est logique, tout se suit naturellement, et étape après étape, ces décisions sont totalement vraisemblables. J'aime beaucoup Julia. Autant vous dire que les petits cons de ce film n'ont pas le micromètre du poil de cul de cette construction de personnage. Mais c'est toujours pas tout. Si vous me suivez sur Twitter, ce que vous ne devriez absolument pas faire, bien sûr. Quelle idée. Vous aurez vu que ce film est une réelle leçon de montage. La leçon qui te crache dans la gueule, insulte ta mamie et fait un croche-patte à ton chien. Je sais pas qui a fait ce montage, si c'est juste un manque total de jugeote, ou si comme souvent c'est la production qui a engagé des gens les uns après les autres pour déchiqueter le produit d'origine. Mais quelle que soit l'explication, c'est raté. Oui, je suis censée expliquer. Il y a deux choses en particulier qui sont foirées. D'abord, le film utilise beaucoup de found footage. Je ferai peut-être un épisode sur le found footage en C4 d'ailleurs. Ici, l'introduction, super longue et là juste pour bien nous montrer que ces deux-là sont des connards, est une cassette de caméscope regardée par la mère du petit con. Et tout au long de l'histoire, on va en voir de plus en plus sur cette cassette. Sur le papier, c'est pas forcément une mauvaise idée, mais prenez cette scène où la gamine découvre la vidéo. On a un plan sur elle qui regarde le caméscope, puis on va en plein écran sur leur vidéo avec un filtre de qualité pourri et tout ce qu'il faut, puis on sort de ce point de vue, on les voit en train de filmer. Alors pareil, si tu veux faire la transition entre found footage puis narration classique, ça peut très bien marcher. Mais après ça, on revient sur le point de vue de la caméra, puis en mode narration, puis on revient sur la nana, et ensuite on repart sur des plans narratifs que la nana ne pourrait pas voir. Littéralement, la caméra est éteinte à ce moment-là. Et quand on revient sur la meuf, elle regarde même plus le caméscope. Donc, du point de vue du spectateur, on ne sait absolument pas si ce qu'on vient de voir fait partie de ce qu'a vu la gamine, ou si c'est des infos qu'on est seul à avoir. On ne sait pas quelles informations ont les personnages. C'est très mauvais ça, surtout si tu veux ensuite créer des tensions entre les personnages. Il faut que tes spectateurs soit aient toutes les infos qu'ont les personnages, soit encore plus. Et dans de très rares cas, moins. Je ne vais pas parler de tous les cas pratiques. Mais il faut qu'on sache qui c'est quoi, à part si ça fait partie intégrante de ton scénario, qu'on soit dans le flou. Mais ici c'est pas le cas. Oui, y a plein de cas particuliers, c'est compliqué de décrire du montage. On a les infos, on sait juste pas qui d'autre les a. Et c'est pas que sur cette séquence, hein. Ça c'est juste l'exemple le plus lisible que j'ai trouvé. En plus de cette confusion totale, c'est sûrement un détail pour la plupart d'entre vous, mais ça a le don de me saouler, je hais quand un film utilise du found footage et qu'il est entièrement monté. Dans la diégèse du film, c'est une cassette tournée avec le cul par deux mecs tout le temps bourrés. Qui a fait le montage? Quand? Pourquoi? Et une autre chose, ils ont monté le film comme si Pinhead était dans la cave de la maison en train d'espionner les conversations des personnages. En dehors du fait que Pinhead
n'a jamais espionné les gens, ça fonctionne pas du tout. On dirait juste qu'il est bloqué à la cave jusqu'à ce que quelqu'un lui ouvre à la fin du film. Et c'est pas vraiment ce genre d'aura que tu veux donner à un chevalier de l'enfer, littéralement sous les ordres d'un dieu. Ça finit de détruire l'aspect menaçant de Pinhead qui meurt à petit feu depuis le 2. Alors au moins, dans Hellraiser 2, c'était un choix volontaire de lui donner une mort rapide, simplement parce que personne n'avait prévu d'en faire l'antagoniste d'une saga de 10 films. L'idée c'était de passer à autre chose, ce qui perd de son impact dès que tu vois les affiches des films suivants, mais bon, c'est pas le sujet. Là, désolé, mais je pense pas que ce soit volontaire, hein. Ces plans dans la cave sont placés par-ci par-là, sans qu'il y ait vraiment de logique, et à intervalles quasiment réguliers. Comme s'ils avaient des instructions précises des producteurs sur une durée maximum à ne pas dépasser sans qu'on voit Pinhead. Ce qui, maintenant que je le dis à haute voix, me paraît tout à fait possible venant des Weinstein. Faire le montage d'un film, c'est un peu comme mettre les mots d'une phrase dans le bon ordre. T'as plusieurs possibilités, et 2 phrases différentes peuvent décrire la même chose, mais auront différents ressentis pour le lecteur. On peut jouer sur le rythme, le vocabulaire, la ponctuation, y a tout. Mais bordel, faut que ce soit lisible! Là, c'est carrément les lettres qui sont pas dans le bon ordre, même plus les mots! Mais c'est encore toujours pas tout! Le Vagrant, ou Vagabond comme j'aime l'appeler, est le gardien de la configuration des lamentations. Personnage très mystérieux puisqu'on ne connaît jamais vraiment ses motivations dans les films. Il est là, comme son nom l'indique, pour protéger le cube de tout danger. Il donne la configuration des lamentations aux humains prêts à en payer le prix, puis la récupère avant qu'elle ne tombe dans les mains d'humains qui pourraient tenter de la détruire, ou simplement de ne pas l'utiliser. Dans Hellraiser 1, il vend la boîte à Frank, il suit Kirsty qui se rapproche d'elle, puis vient la récupérer à la fin du film, sous sa forme démoniaque, pour ensuite la revendre au prochain preneur. Par la suite, son rôle sera légèrement différent dans les autres films. Dans le 2, il est là que pour terrifier un déménageur à la fin du film, ce que j'ai jamais trouvé très subtil d'ailleurs. Dans le 3, il pousse le Playboy vers le pilier des âmes, où est coincé le cube et Pinhead. Dans le 4 et le 5, il est absent. Dans le 6, il reprend son rôle de vendeur, sans celui de réel gardien. Et dans le 7 et le 8, il est absent aussi. Si je vous dis tout ça, c'est que le vagabond, bien qu'ayant peu de lignes de dialogue ou de présence à l'écran, est un personnage important. Dans Hellraiser 1, il ajoute beaucoup à cette image de hiérarchie qu'on nous suggère de l'enfer. Il a un rôle précis sur Terre, tout comme Pinhead et son équipe, tout comme les ingénieurs, tout comme Léviathan. Je ne me suis pas trop étendue sur les comics Hellraiser, mais c'est là que vous trouverez la hiérarchie complète de l'enfer de Hellraiser, bien plus complexe que ce que les films nous montrent. Le vagabond a une aura terrifiante et même biblique dans le premier film. D'abord avec son regard, qui glace le sang sans avoir à prononcer une seule parole, et avec ses gestes, comme le fait de manger des criquets. Il aurait très bien pu être coupé du premier film, mais il est là, et il est là pour une bonne raison, pour nous rappeler que Hellraiser, c'est bien plus que l'histoire de Frank et Kirsty Cotton. Et dans ce film, c'est un psychopathe violent qui oblige littéralement les petits cons à prendre le cube alors qu'ils ne montrent aucun intérêt envers les expériences inimaginables de l'enfer, tue un gars à coups de lacération au visage et se barre sans récupérer le cube. Sans oublier qu'il est joué avec le cul, jusqu'au point où il change de voix entre les 2 seules séquences où il apparaît. Seems to me you could use a friend right now. He's here. Pour vous dire à quel point c'est pas le vagabond, gardien de la configuration des lamentations qu'on connaît, il est même pas cité sur le wiki Hellraiser. Hellraiser 6, celui-là est cité, mais pas lui alors qu'il est 10 fois plus présent à l'écran. Je pensais pas qu'un jour je me sentirais insulté par ce personnage. Vous êtes extraordinaire dans votre incompétence quand même les gars, hein. Et c'est en plus encore toujours pas tout. Va te faire ton ta race, va te faire enfoncer un œuf mollet dans le cul avec la coquille raclure de bidet de la Renaissance, sale sac à merde de pigeon qui a la coulante, j'espère que tu trouveras des poils dans ton McDo froid, sale ficus arthritique, je te foutrais des échardes sous les ongles si je pouvais. Après tout ce que je viens de décrire, toute l'absence de talent à chaque étape de la création de ce film, de l'écriture jusqu'au montage, en passant par la direction artistique, le jeu et la direction d'acteur, l'éclairage, la déco, la musique, même l'étalonnage, Pinhead reste le pire défaut de ce film, pour 2 raisons très simples. Petit 1, il n'agit plus du tout comme un chevalier de l'enfer qui répond à des règles strictes. Alors, pour vous montrer ça, je pourrais vous laisser regarder toute la séquence finale durant laquelle il décide de tuer ou pas les gens totalement sans justification aucune, alors que dans Hellraiser 1, c'était simple, t'as ouvert la boîte, t'es dans la merde. À la limite, t'as la règle de l'innocence présentée dans le 2, où si tu as été utilisé pour ouvrir la boîte, ok, ça va, t'es réglo. Et le seul moment où Pinhead se laisse aller sans les règles de l'enfer, c'est dans le 3. Et il tue tout le monde pour se faire plaisir sans se poser de questions. Là, je sais pas. Et gros 2, ce look, cette tronche, cette bobine, cette bouille, que dis-je, cette frimousse, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je vais essayer de voir étape par étape ce qui va pas. D'abord, le costume en lui-même, on dirait qu'il est fait avec les restes de simili-cuir des sièges d'une bagnole.
On est passé de cuir finement cousu pour donner l'impression de plusieurs couches de tissu qui se mélangent à la chair, des symboles à peine visibles brodés sur le torse, une rigidité notamment sur le col qui donne au personnage des mouvements lents et limités et qui force l'acteur à bouger le moins possible, et une impression générale que ce costume ne peut pas être enlevé, il fait partie intégrante du personnage. De ça, on est passé à un costume plus large qui ne colle donc pas à l'acteur et lui laisse plus de liberté de mouvement, ce qui peut être plus pratique, mais enlève ces mouvements pas très naturels qui vont avec le personnage. La texture du cuir est beaucoup moins riche, d'abord parce qu'on voit très bien que c'est du simili-cuir, mais aussi parce qu'il est cousu au plus pratique. Je vais pas rester là à essayer de vous expliquer comment la couture ça fonctionne, mais en gros, les symboles du premier costume sont brodés. Oui bon, je sais, techniquement c'est pas de la broderie, mais j'essaye de rester simple. Alors que sur ce costume, ce sont des morceaux de simili-cuir cousus les uns aux autres qui créent des symboles avec les volumes créés. C'est clair ce que je dis ? J'en sais rien. Bref, retenez juste que ce costume a dû prendre des jours, voire des semaines à coudre et ajuster pile poil à Doug Bradley, et celui-là a l'air torché en 2 jours avec une machine à coudre pour coller à n'importe quel acteur. Et ça c'est que le costume, parce que le vrai problème là, vous vous en doutez, c'est la tête qu'il se paye, Pinhead. Je vais pas m'étendre trop sur le choix de l'acteur. Doug Bradley se fait vieux, on peut pas attendre de lui de jouer Pinhead jusqu'à la fin de ses jours. Et l'acteur qui a été choisi n'a malheureusement ni sa présence, ni son jeu. Je pense notamment à sa voix qui ne colle vraiment pas à Pinhead. Et bah il ressemble à un gros bébé bleu quoi. Mais même si l'acteur avait été mieux choisi, son maquillage ne fonctionne pas. On lui a mis des lentilles noires qui agrandissent son iris. Doug Bradley en portait aussi pour les autres films, à chaque fois de tailles différentes, j'ai l'impression. Dans la première représentation de Pinhead, c'était assez subtil. Mais voilà la différence. Doug Bradley a des petits yeux. Alors que Stephen Smith Collins, le Pinhead de Révélation, a des grands yeux. Ce qui, avec des lentilles noires agrandies, lui donne une tête de gros bébé bleu. Règle numéro 1 du car design, plus tu agrandis les yeux, plus c'est mignon. Et à ça, on ajoute des lèvres peintes plus sombres que la peau blanche de Pinhead, ce qui souligne l'autre différence entre Bradley et Collins. Ce dernier a des lèvres beaucoup plus pulpeuses que Bradley qui n'en a quasiment pas. C'est pas très futé d'appuyer sur ce qui les différencie quand même, hein. Et enfin, promis après j'arrête, c'était pas franchement nécessaire de colorier le quadrillage du crâne de Pinhead. Je suppose qu'il voulait leur donner plus le look de plaies douloureuses, mais ces plaies, dans les premiers films, étaient des cicatrices parfaitement propres et anciennes. C'est la suggestion de ce que Pinhead a vécu pour ressembler à ça qui pique, pas l'idée que ces plaies soient récentes. Ok, je vous ai menti, j'ai encore un truc à dire sur Pinhead. Une des choses à traiter avec une attention particulière, quel que soit le genre que tu abordes ou le format que tu choisis, c'est comment tu vas présenter un personnage au spectateur, au lecteur, au joueur ou autre. Pour la présentation d'un antagoniste dans un film, ça se traduit très souvent par le premier plan où le personnage va être montré, mais aussi toute l'anticipation qui précède cette apparition. Pensez à Shere Khan, dans Le Livre de la Jungle. On entend parler de lui pendant la moitié du film, mais il n'apparaît que super tard. Oui, j'en avais marre de comparer Hellraiser à Hellraiser, donc je fais ce que je peux. C'était très réussi justement dans le 1, où t'as Frank qui parle des Cénobites, qui décrit des choses horribles pendant plus de la moitié du film, et là seulement ils apparaissent. Et ils apparaissent en très grande pompe. Écriture, jeu d'acteur, éclairage, musique, cadrage, montage, tout est fait pour qu'on les voit comme des êtres terrifiants. Voici maintenant le premier plan qui nous montre Pinhead dans ce chef-d'œuvre. Notez qu'il apparaît à 3 minutes et 30 secondes du début du film, en comptant les crédits. What the fuck is going on? Who the fuck are you? What do you want? The box. What? Take it. It's yours. Just get the fuck out of here. No. Voilà. Non, je vais pas expliquer pourquoi c'est raté, là faut pas déconner, je vous fais confiance, vous le voyez bien que c'est raté. Ce scénario a pour une fois été écrit spécifiquement pour Hellraiser, et il n'a été écrit qu'une seule fois, apparemment. Un scénario de long métrage passe dans l'extrême majorité des cas par plusieurs réécritures, puisque tout bêtement, personne ne peut réussir du premier coup. Si je devais vous lire mes premiers scripts pour ces vidéos, vous m'abandonneriez sur le bord de l'autoroute en plein mois d'août sans hésitation, hein. D'ailleurs, Doug Bradley a refusé de jouer Pinhead dans ce film lorsqu'il a appris qu'il n'y aurait pas de réécriture. Et aussi quand on lui a dit que son salaire équivaudrait au prix d'un nouveau frigo. J'ai comme une impression déjà vue. Le script a été écrit en catastrophe, tenez-vous bien, vous allez être super surpris, parce que les Weinstein allaient perdre les droits de la licence s'ils ne produisaient pas une suite à Hellraiser Hellworld en 2011. Ce qui fait que le temps total de production fut 3 semaines, dont 11 jours de tournage. Ça se voit à mort les gars. Et juste pour le fun, ces cloportes là ont édité un DVD sur lequel on pouvait lire « Tiré de l'esprit de Clive Barker ». Ce à quoi notre cher écrivain britannique le plus punk de l'histoire a répondu sur Twitter, je cite «
Bonjour mes amis, je tiens à dire officiellement que le film qui vient de sortir, qui utilise le mot Hellraiser, n'est pas une de mes créations. Je n'ai rien à voir avec ce putain de truc. S'ils affirment que ça vient de l'esprit de Clive Barker, ils mentent. Ça vient même pas de mon cul. J'aime ce mec. Bon allez, on va s'arrêter là. J'ose affirmer que Hellraiser Révélation est le Hellraiser que j'ai le plus détesté. J'en déteste plusieurs, hein, c'est pas une compétition. Mais celui-là, en plus de cracher sur le lore de Hellraiser et être totalement incompétent en tant que produit cinématographique, mais non, je vais pas dire œuvre, non, m'a fait chier. Faites un mauvais film, pas de soucis, chacun ses goûts et ses couleurs. J'ai pas aimé Hellraiser 2, beaucoup l'apprécient plus que le 1. J'ai détesté le 3 et le 4, il y en a qui ont découvert la franchise avec cela et les aimeront toujours. Je hais le 6, le 7 et le 8, mais j'ai vu des gens qui les défendaient dans les commentaires, et c'est normal. Quelque chose que je vais détester peut totalement plaire à d'autres, et c'est complètement logique puisque le cinéma est un art, et que l'art est tout sauf objectif. Mais par pitié, ne faites pas quelque chose de chiant. Je pensais pas avoir autant de choses à dire sur le 9, j'avoue. Quand je l'ai regardé, je me suis juste dit qu'il était mauvais. Et quand j'ai commencé à écrire, ça s'est accumulé et accumulé et accumulé. Et voilà, bref. Donc la prochaine fois, on parlera du 10 et de la conclusion de cette série de vidéos. Je vous avoue, j'ai un peu hâte d'en finir là, j'ai envie de regarder des bons films. Comme d'habitude, partagez, abonnez-vous. Ciao!